et bienvenue à Pack the Pod. Alors voici TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, je suis très content de parler rugby féminin aujourd'hui sur ce fameux Rugby World Cup 2025 avec Amélie Mahé. Comment tu vas, chère Amélie? Eh ben écoute, ça va, fraîchement rentré. J'ai envie de te dire que c'était un dimanche coup de chaud. Pas parce que j'ai que des rougeurs, week-end d'intégration du côté de la côte méditerranéenne avec les tuquettes, donc un peu pris le soleil. Et puis sacré coup de chaud cet après-midi en regardant le France-Irlande où les Irlandaises nous ont fait passer un sale quart d'heure. Et j'ai même envie de te dire un sacré 80 minutes. Ah Euh, oui. Très compliqué. Bah écoute, on va parler de tous les matchs de ce Coupe du Monde de rugby féminine et en fait c'était sur la Méditerranée. On va aussi parler avec DJ Planin qui va venir pour la troisième ou peut-être quatrième fois ici sur notre émission. Donc DJ qui est aujourd'hui vigneron analyste pour USAP et bien sûr on va faire le tour de tous les clubs du top 14 pour parler dans le détail par rapport à ça. Donc restez jusqu'à la fin, nos chers écouteurs, parce qu'on va parler beaucoup de rugby un peu partout. Mais tiens, mais toi aussi tu voyages un petit peu aussi sur des airwaves, on va dire. T'as apparu sur une autre émission récemment aussi. Oui, voilà, c'est une émission de Laurent Garnier. Et puis voilà, il pose quelques questions. J'ai l'honneur d'y répondre en compagnie de Daniel Irazou, une ancienne internationale de l'équipe de France. Et puis Bernard Pujol, qui est président du comité olympique de Haute-Garonne. Donc voilà, une chouette expérience. Donc un petit bonjour à nos amis de Ici on parle sport que je retrouverai très très vite pour aussi donner un petit regard sur ces quarts de finale. Bah écoute, ils ont trouvé la bonne personne pour parler rugby féminin, ça c'est certain. Mais tiens, pendant que tu étais au Méditerranée, t'avais quand même un match contre l'USAP, il me semble. Ouais, c'était un week-end d'intégration, mais avec un objectif sportif aussi. On a eu l'honneur de jouer contre l'USAP qui joue en Élite 2. Donc nous, on est une équipe qui va monter en Fédéral 1, donc c'était un gros challenge. Et voilà, petite opposition avec deux équipes qu'on a pu aligner. Et on est plutôt contente de ce qu'on a proposé pour une équipe un peu remaniée chez nous. On a réussi à les déjouer sur cette première partie. On a fait 5-7. Donc assez contente de la prestation. Donc, hâte de commencer le championnat du coup. Bah superbe, bah, superbe. Tu nous tiendras au courant au cours de ton saison. Allez, on y va tout de suite pour ce quart de finale. Premier match du week-end, c'est Nouvelle-Zélande contre Afrique du Sud. Et on n'a pas encore de upset dans ce Coupe du Monde. Peut-être on peut dire que les Sudaf contre Italie, mais pas trop. Mais là, les Sudaf, ils vont tout donner pour faire un upset contre Nouvelle-Zélande. Et bah dis donc, c'est eux qui marquent en premier. C'est eux qui égalisent à la mi-temps 10-10. Moi, je croyais pas du tout. Mais malheureusement pour les Bucks, bah en fait, Renee Holmes, le 15, et Kaipu Olsen-Baker, le 8, ils vont faire chacun un doublé dans les premières 15 minutes de deuxième mi-temps. Donc c'est un match qui a très très bien démarré pour les Bucks. Final, ça a mal fini avec un score 46-17 pour Nouvelle-Zélande. Donc bien sûr, ils passent en demi. Mais tu l'as dit plusieurs fois déjà, Amélie, tu as dit, tiens, les Blacks qui jouent au niveau de leur adversaire quand même. Ouais, c'est exactement ça. On a une première mi-temps qui était assez équitable et puis qui a laissé voir des possibilités pour les Sudaf. Un score à la mi-temps sur neutre 10-10, c'était très très honorable. Et puis voilà, il y a l'expérience qui parle pour les Black Ferns. Elles savent totalement répondre à ces échéances. Elles sont pas finalistes et championnes du monde régulièrement pour rien. Et elles ont complètement déroulé en deuxième mi-temps. Les Sud-Africaines ont été noyées de toutes parts et elles n'ont absolument rien pu faire contre l'Armada et cette attaque néo-zélandaise. Le score est très très lourd par rapport à ce que elles avaient pu proposer en première mi-temps. Voilà, elles finissent sur cette Coupe du Monde, je trouve, de manière quand même très honorable. Elles ont tout donné, mais malheureusement, la marche était encore trop haute. Ça laisse quand même beaucoup d'espoir pour cette nation qui est en train de vraiment grandir avec cette Coupe du Monde et qui pourrait créer encore davantage de surprises d'ici la prochaine, dans 4 ans en Australie. Ouais, et c'est marrant parce que peut-être je suis un peu dur avec eux parce que on a l'impression qu'ils jouent pas au leur max, mais quand même ils ont marqué 54-62, 40-0 contre Irlande quand même. Donc peut-être je suis un peu dur. Ils ont fait des belles matchs, mais peut-être pas à l'auteur qu'on pourrait penser avec les sacrés joueurs qu'ils ont. Franchement, en ce moment, c'est Georgia Miller qui me saute aux yeux, qui est vraiment un set incroyable.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. En fait, on a des Néo-Zélandaises qui semblent un peu s'adapter à leur adversaire. Si on regarde le score sans regarder le match, on se dit, bon, bah voilà, elles mettent une branlée, c'est normal, leur réputation joue pour elles et elles scorent. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, je trouve qu'il y a beaucoup plus de déchets par rapport aux Anglaises qui ont sorti des copies beaucoup plus propres jusqu'ici. Et on posait la question justement de savoir comment ça allait faire dans ces matchs à élimination directe. Donc là, voilà, avec les 40 premières minutes assez douteuses et puis finalement, bah voilà, elles confirment c'est leur capacité à répondre présente. Elles aussi, elles ont qu'un but, hein, c'est de conserver ce titre. Donc elles sont sur la bonne voie pour l'instant, ouais. Ben, t'as dit mettre en branlée, bon, on va parler de Canada-Australie quand même. C'était assez vite, on va dire, on va dire c'était assez vite pour Canada. Il ne manque pas d'action dans ce premier mi-temps. C'est Asia Hogan Rochester qui va marquer à 1 minute. Desiree Miller pour Australie. On en parle beaucoup d'elle dans ce Coupe du Monde quand même. Elle a marqué beaucoup d'essais. Elle va reprendre quelques minutes plus tard. 5 à 6 minutes. À 10 minutes, grand percé par Do Good. En fait, l'avant qui est juste excellente pour Canada. Il y avait un essai pour eux, mais finalement c'était annulé. C'était essai transformé. Et j'avais l'impression 5 minutes plus tard, ils annulent. Bon, un vrai bras de fer au début de ce match, j'ai trouvé. Un énorme essai, un super essai après un relance vraiment belle avec plein de jolies passes et finalement c'est le 14 qui va aplatir pour le Canada. Do Good qui finalement va marquer son essai après un super percé. Voilà, 17 à 5. Et en fait, j'ai noté le game plan des Canadiennes. Très facile. Ils prennent le ballon dans leur 22. Les avants, pick and go, jusqu'à la 50 mètres. Et voilà. Et finalement, après, ça sert les défenses des Australiennes. Et ça donne l'ouverture derrière pour les oreilles, notamment Shell, bien sûr, qui court très, très vite. Et voilà. En fait, le match va finir 31 à 5 pour le mi-temps. Et finalement, ça finit un peu en douceur le deuxième mi-temps. Il y avait pas beaucoup d'essais de plus, 46 à 5. Voilà, pas trop de opposition en face pour Australie. Physiquement, je trouve qu'ils étaient très présentes, Australie, mais par contre, au niveau de score, pas du tout. Ouais, là, c'est la technique hein, qui parle. Tu parlais de ces fameux pick and go. On est sur un schéma de rugby très classique, hein, resserrer la défense et avoir cette intelligence de jeu, d'ouvrir au bon moment quand on voit qu'effectivement on a ces possibilités sur ces fins de ligne de trois quarts. Le résultat, il est à la hauteur de la place des Canadiennes, hein. Elles sont actuellement deuxième au classement mondial de World Rugby, les Anglaises étant premières. Leur place en demi-finale est totalement logique. Euh, on va certainement avoir une vraie opposition, que ce soit pour le Canada et Nouvelle-Zélande, enfin une vraie opposition pour ces deux équipes dans cette demi-finale. Elles ont toutes eu des adversaires qui étaient inférieurs à elles en densité physique et en technique de jeu. Ça va être une demi-finale très intéressante à regarder. Et honnêtement, je ne serais pas surprise de voir les Canadiennes filer en finale. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette demi-finale vendredi soir. On va vraiment se régaler pendant ces 80 minutes. Ouais, et il me semble aussi qu'ils ont déjà battu récemment, les Canadiens, ils ont déjà battu la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'il y avait un match nul et ils ont battu une fois, si je me souviens bien. Donc voilà, et ça c'est un match vraiment pas raté. Et tu sais, cette Apps, là, le 9 remplaçant, elle est magnifique. Et moi, je veux lui donner un surnom Cash Apps parce que vraiment, elle vaut l'or, hein. Elle arrive, deuxième mi-temps, et d'avoir un joueur de ce niveau qui vient pour ton deuxième mi-temps, c'est juste un truc de fou. Ouais, surtout une neuf, hein, on le sait, hein, le demi de mêlée, c'est vraiment c'est le chef d'orchestre, hein, qui est capable de te changer une physionomie de match. On a la chance, nous aussi, d'en avoir une. Quand tu as cette capacité de remplacement au poste de neuf, ça te permet vraiment de maîtriser le match de part en part. Ouais, et pas juste distributeur de ballons, mais aussi mes plaquages. J'avais vu à 60 minutes, ils avaient 10 plaquages offensifs déjà. Mais elle aussi, je pense qu'elle avait un plaquage et un grattage, mais elle était partout. Donc voilà. Bon, facile à dire que le Canada, vraiment, c'est un grande équipe. Ils ont beaucoup de personnes qui peuvent marquer aussi. Ils ont vraiment des stars dans ce monde. Je me dis, dans ce Coupe de Monde, je pense que pour moi, vraiment, c'est Canada qui m'a beaucoup plu au niveau de le rugby que j'ai vu sur l'écran.
Ouais, ouais, tout à fait, hein, ce qui est en plus vraiment très étonnant, parce que c'est pas du tout une nation de rugby. Les hommes n'ont pas du tout cette, on va dire, cette, supériorité, qu'ont les féminines, eux, dans le rugby masculin et en plus, c'est pas vraiment un sport qui est, très médiatisé, chez elles. On parlait des Canadiens, ça leur demandait s'ils savent qu'il y a la coupe du monde de rugby en ce moment et que leur équipe est en demi-finale. Je suis pas sûre que, beaucoup, soient au courant. Donc c'est vraiment une nation qui performe très régulièrement, qui répond présente, particulièrement aux Coupes du Monde, hein. On a de la chance d'avoir beaucoup de matchs, nous, en Europe, grâce aux Six Nations. Si on a ce classement-là aussi, alors que les Néo-Z sont championnes du monde, c'est parce qu'il y a plus d'opportunités de matchs internationaux en Europe, en tout cas pour les féminines. Mais ça montre voilà tout le développement qui est fait aussi du côté du rugby Canada et à voir. Mais elle pourrait être cet outsider des deux grandes qu'on attend en finale, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Et le Canada me paraît plus approprié, et c'est terrible à dire, que la France, pour venir mettre un petit peu le bordel dans cette potentielle finale. Bah écoute, on va parler de la France tout de suite. En fait, c'est toi qui disais la dernière fois, tiens, t'aurais du mal à choisir en fait ce compo. Est-ce que tu peux lui parler alors de ce compo? Oui, la dernière fois, on avait évoqué en fait beaucoup de changements sur les trois premiers matchs de poule et on se demandait justement quel serait le 15 de départ. On avait relevé que seules trois joueuses avaient fait les trois matchs en titulaire, hein, l'ailière, pardon, la troisième ligne, elle, Champon, Gaby Vernier en 12 et Romane Ménager qui joue à la fois centre et ailière. Ces trois joueuses ont été reconduites titulaires et on a retrouvé ben voilà, des joueuses cadres, des joueuses d'expérience qui ont montré toutes leurs capacités. À la charnière, on confirme Bourdon, Sansus et Carrois qui se connaissent très bien pour jouer ensemble au Stade Toulousain. Ce qui nous fait un 8-9-10 très très lourd, puisque complété avec Charlotte Escudero qui joue aussi avec les filles à Toulouse. Et Morgane Bourgeois qui reprend sa place d'arrière, qui a une capacité au pied toujours très favorable pour l'équipe de France. Et on sait que maintenant, le moindre petit point va être absolument indispensable. Et on s'est même fait peur hein, cet après-midi. Et les rares points laissés au pied par Bourgeois auraient pu laisser beaucoup de regrets. Donc une compo solide qui laissait entendre une domination française et on a été cueillis à froid dès les premières minutes et ça a été 80 minutes d'enfer pour les Françaises. Malgré un sursaut en seconde mi-temps, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde de ce match, ça a été insoutenable à regarder et quand on voit les réactions des joueuses à la fin du match, de toute évidence, ça a été insoutenable à jouer. Oui, en fait, j'avais écouté un podcast en anglaise aussi qui disait bien avant le match, il disait attention à la météo parce que ce stade-là, Exeter, il est très connu d'être très windy et en fait, c'était vraiment le cas où on voyait, c'est un des pas la première fois, mais quand même c'est rare, on voit l'effet du vent sur les ballons, surtout au début du premier mi-temps pour nous. Allez, le match démarre et nos Bleus sont en fait tout de suite sous pression. Mais là, il y a 5 chez nous pour les Irlandaises. On récupère la ballon, mais on lâche. Donc voilà, un essai 2 minutes plus tard pour les Irish. Donc ça démarre mal pour nous parce que même si le premier essai est annulé, ils vont quand même le remettre avec un autre essai donc qui va compter. Donc c'est pas bien ça, c'est 5-0. On est vraiment dans le mode survive parce que on arrive à rien faire. On a l'impression que Vernier et Escarado, ils ont jamais joué ensemble. Attention à des jeux de pied aussi de O'Brien qui fait un sacré coup de pompe aujourd'hui. Et leurs avants sont partout. C'est vraiment un match d'avant ce match, comme il a dit notre cher copain Charlie en texte. Le météo, ça nous aide pas, ça c'est certes, c'est plutôt on joue contre le vent, mais quand même beaucoup d'en avant. Les Irish, eux, ils jouent bien. Ils nous défient avec dans les molles, ils nous défient partout. J'avais un peu peur en fait que Fall allait faire un plaquage haut. Notre point fort, c'est la défense, mais quand même dans ce match-là, on était vraiment sous pression. Pense à la numéro 7 Waffer en fait qui n'a pas joué dans ce Coupe de Monde, elle était blessée, qui était quand même joueuse de Six Nations. Là, avec un magnifique charge sur Escarado, quand même, elle pèse son poids, Waffer, quand même, le set de Irlande.
Petit coupeur de courant chez moi, donc j'ai raté le carton jaune contre Rose Bernardo, malheureusement. Deuxième maul perdu pour nous, des tous sont perdus aussi, c'est dur. Essai pour Irlande encore, c'est logique qu'on est à queue à 14. Lina Kriroy, en fait, c'est pas son match pour elle pour l'instant. Il y a quelques signes de soleil quand même, notre défense commence à rouler. On gratte quelques ballons et on est dans l'or 22 pour un milliseconde. Les plaquages de fall sur Waffer, en fait, la secoué pas mal aussi. Il y a un tout petit peu d'attaque qui monte pour les Bleus, mais ça reste très difficile, 13-0. Et grosse molle pour les Verts, notre capitaine va prendre un carton. On sort du mi-temps 13-0. Notre défense a pu résister 30 phases de jeu et 7 minutes chez nous, sans donner un pénalité ou sans donner des points. Donc je sais pas pour eux, mais moi j'étais crevé sur mon canapé déjà sur le premier mi-temps. Pas mal, 13-0 pour le premier mi-temps, mais c'était difficile. C'était une entame de match catastrophique pour la France. Il y a cet essai très rapide qui est certes refusé, mais au final, on n'arrive pas du tout. On se reprend une pénalité de suite. Et on a vu en fait toute l'envie des Irlandaises qui auraient pu prendre les points au pied et qui ont voulu jouer à la main. Quart de finale de Coupe du Monde, quel culot, et ça leur a tellement bien servi. Cet opportunisme de vouloir jouer et de vouloir repousser les Françaises derrière leur but. Donc oui, on est cueillis à froid. Il y a un autre essai, le deuxième essai, elle resserre la défense qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis il y a un espèce de 3 contre 1 à la fin. Elle peut limite y aller en marchant pour aller planter l'essai. Alors certes, on est héroïque en défense, hein. On fera les stats de l'équipe de France après le débrief, qui sont absolument hallucinantes pour un match de Coupe du Monde. Mais en termes d'attaque, on est quasiment aucune proposition, mais en même temps difficile de faire des propositions quand on n'a pas de ballon. Et l'indiscipline française est vraiment le point noir aujourd'hui. On termine avec 17 pénalités contre nous, 3 cartons jaunes en tout, sur tout le match. On s'est tiré une balle dans le pied sur la première mi-temps. Cette fin de première mi-temps, elle est dantesque, hein, avec effectivement, tu le dis, 30 phases de jeu. On a senti dans la tête, il y a un truc qui a switché, et on avait hâte que ça reprenne, parce que on sentait que les Françaises pouvaient marquer. Ça reprend dans la deuxième mi-temps, mais il faut attendre quand même 7 minutes avant qu'on marque nos premiers points. Heureusement, t'as dit, grâce au bot de Bourgeoise. Mais encore trop de fautes pour nous. C'est jamais un bon signe quand les commentaires français disent c'est pas possible, ça c'est pas bien. Mais là, il reste 30 minutes et il faut faire quelque chose maintenant. Pauline Bordon-Sansu va essayer de mettre les choses sur la bonne route. Coup de pied au-dessus de la défense. Et Kelly Arbé est là pour gagner environ 30 mètres. Du coup, on est finalement un tout petit peu en attaque. On fait le même choix que les Irlandaises, on prend la peine à touche plutôt que les points. Et voilà, un carton jaune contre les Irlandais parce que Vernier a sacrifié sa mâchoire quand même, la pauvre. Et c'est Escaradro qui va mettre cet essai, notre première dans le match. Transformation très, très importante par Bourgeois quand même. 10-13 à la fameuse 30 minutes, le temps où les petites équipes s'écroulent, les grandes équipes gagnent. Mais les Bleus sont toujours en difficulté avec des fautes de main. Les Verts sont encore chez nous, mais Bigot, la talonneur que t'aimes bien, va gratter un ballon et quelques passes plus tard, ça se trouve dans les mains de Grisé pour, voilà, un essai vraiment superbe. Ouf, essai pour nous. Dommage que la transformation ne passe pas. On est devant, mais c'est que 15-13 pour l'instant. Les Verts sont toujours chez nous, ça avance petit à petit pour eux, mais on arrive à gratter un ballon super important. Bigot encore avec un joli plaquage, et voilà, on récupère un ballon avec 6 minutes à jouer. Bourgeois va ajouter 3 points au pied, 18-13 avec 5 minutes à jouer, mais on n'est pas à l'abri. Ce match va finir comme il était tout au long, ça veut dire super stressant. Carton jaune contre nous. Bigot va faire un super grattage. Pour nous, on pense gagner le match, mais Félio avait fait un plaquage haut avant. Encore, ce match n'est pas encore fini avec un penalty à jouer pour eux. Gros molle. On avait su faire pendant tout ce match avec ces trucs-là. Et voilà, avantage pour les Verts. Je peux pas regarder, c'est horrible. Et finalement, c'est sifflé. On gagne. Ouf, de très très peu. Ah, ça a été une deuxième mi-temps, mais interminable. 0 point marqué pour l'Irlande, certes, on a fait une remontada énorme, on a su concrétiser les rares ballons d'attaque, hein, qu'on a eu, hein, parce qu'on a encore beaucoup défendu. Cette 10 irlandaise nous a mené la danse pendant 80 minutes, hein.
Elle a occupé le terrain avec des coups de patate partout. Et effectivement, les coups de pied joués par Bourdon-Sansus, ils sont venus au bon moment, quand on avait le vent dans le dos, ce qui nous a permis de regagner du terrain. Encore beaucoup de fautes, hein. On a joué l'équivalent de 30 minutes à 14 contre 15, hein. Et Bigot, Manon, qui a été mais monstrueuse. Son entrée fait vraiment du bien et je pense transcende aussi l'équipe qui, physiquement, les Françaises vont certainement avoir quelques bobos ce soir avec tous les plaquages qu'elles ont fait. Mais Manon a su récupérer les ballons au bon moment. Elle enchaîne 3 grattages en quelques minutes. Machine de guerre en défense. Et de toute façon, on le savait, hein, les Irlandaises devaient marquer un essai pour pouvoir un minimum faire match nul. Et avec ce coup de pied de la 10, il fallait absolument pas leur laisser l'opportunité de faire match nul et potentiellement concrétiser. Et cette fin de match, cette dernière touche, elle est incroyable. Manon Bigot, voilà, avec ce ballon gratté, on se dit ça y est, c'est fini, il n'y a plus qu'à jeter le ballon en touche. Non, on revient sur cette pénalité, touche euh, que les Irlandaises ont su mener pendant tout le match, des ballons portés qui ont percé les lignes de défense françaises aujourd'hui. J'étais mais en apnée devant la télévision et je me suis dit, c'est mort, on est à 5 mètres de notre en-but, c'est plié, elles vont marquer, et on n'est pas à l'abri qu'on soit éliminé de suite. Oui, en plus, parce que toi, t'as des billets pour aller voir les demi-finales. Et pour toi, tu voulais pas aller voir Irlande contre l'Angleterre. Dès le premier essai, j'ai dit aux copines, je vais aller à Bristol pour aller voir un Irlande-Angleterre. Je suis dégoûtée. J'y serais allée quand même, hein, mais ça aurait pas été le même fun. Mais voilà, cette touche trop profonde, et puis voilà, l'expérimenté Anaël Deshaies qui ferme la touche, qui récupère le ballon. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé au sol. On était dans un bar, le mec a rallumé la musique de suite. Ce qui compte, c'est que j'ai vu l'arbitre dire à tout le monde avec le signe vestiaire, c'est fini, les Français sautaient de joie. Mais voilà, je pense qu'on a appris une leçon de rugby aujourd'hui et il va falloir avoir beaucoup d'humilité pour se présenter contre les Anglaises chez elles samedi prochain, parce que là, les Irlandaises nous ont fait mal. Ben écoute, on va parler de l'Angleterre vite fait, mais tu parlais des stats. Donne-moi un ou deux petits stats par rapport à ce match, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. Sur les stats, 273 plaquages des Françaises. On est sur un 92% de réussite. On le sait que la défense, on est monstrueuse, mais 273 plaquages. Presque 3 fois plus que des Irish, quoi. C'est incroyable. Donc ça veut dire qu'on n'a vraiment pas eu le ballon, hein. Ça donne certes la capacité française à rester, avoir la maîtrise de soi et continuer à défendre, mais ça nous a surtout montré qu'on n'a pas eu le ballon du match. Et les premières stats en termes d'occupation de terrain, on était sur du 80, plus de 80% d'occupation dans nos 22. Ça reste incroyable qu'on ait gagné ce match. Les Irlandaises passaient. Honnêtement, je leur tirais mon chapeau parce qu'elles auraient vraiment pas démérité d'aller en demi-finale. Là, aujourd'hui, on perdait le match toute seule, hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Français. On le sait, un quart, c'est chiant. C'est chiant à jouer parce que ça se finit de suite. Là, maintenant, les 4 équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales ont encore 2 matchs à jouer. Tout le monde espère une finale. Il y aura au pire la petite finale, mais là, tout le monde reste jusqu'à la fin de la compétition. Le quart de finale, c'est toujours celui qu'il ne faut pas perdre. On l'avait vu malheureusement l'année dernière au JO. C'était le match terrible des Françaises qui avaient perdu leur quart de finale. Moi, j'espère que finalement ça libère quelque chose chez les Françaises, parce que là c'est contre l'Angleterre. On va parler rapidement de ce match Angleterre-Écosse, mais j'espère juste que ça libère quelque part quelque chose pour les Françaises qui jouent avec le plaisir, qu'on remis Boulard en 15, peut-être on mis Bourgeois en 10, et qu'elle assure au niveau de pied. Pauline Bourdon-Sansus, elle va être là, elle va être présente, peut-être Bigot en 2. Folle, mais quelle joueuse dans ce match. Elle était mais partout aussi, le 1 aussi, il y a un super match. Moi j'aime bien Deshaies, très puissant. Bon bref. On va parler de l'Angleterre, hein, et après on passe dans le top 14, mais dis donc, j'ai hâte de voir ce match, ces 2 matchs qui va venir ce week-end. Angleterre rapidement, bon, encore un masterclass de l'Angleterre, je trouve, hein, c'est 41-8. Les pauvres Écossais, ils avaient pas vraiment beaucoup de place dans ce match. On peut juste dire que quand même, ils ont sauvé l'honneur à la 82e minute avec un essai de Rona Lloyd. Ouais, il y avait
quand même peu de suspense hein, sur ce score des Anglaises. Les Écossaises, on va dire, avaient déjà fait le job à se qualifier pour leur quart de finale. La montagne était beaucoup trop haute et ça a été beaucoup trop haut. Voilà, le score est sans appel. On va juste faire ce petit focus sur cette fin de match que j'ai trouvé les dernières phases de jeu très très beau à voir. Les Écossaises qui lâchent rien. On le sait, hein, c'est les dernières minutes. On est éliminé. Elles ont quand même envie de jouer. Et puis voilà, il y a un petit ballon cafouillé au sol. Il y a cette 14 qui se jette dessus, se relève, transperce la défense anglaise à coups de chic-chac, se fait rattraper. Elle a juste le temps de plonger. Même cru qu'une Anglaise s'était glissée dessous. Non, l'arbitre lève le bras et accorde l'essai pour les Écossaises qui terminent sur cette légère note positive, mais en tout cas partent la tête haute en n'ayant rien lâché. Et ce que j'ai trouvé très beau, effectivement, c'est cette 14 qui s'est relevée et qui avait les larmes aux yeux. Je pense à la fois de mélange de tristesse et de joie d'avoir marqué cet essai. Et voilà, c'était mon petit coup de cœur de ce match-là des Écossaises qui quittent cette compétition, mais avec un dernier essai très sympa à voir. Ronaldo est quand même 4 essais dans ce tournoi. On peut dire aussi la femme Francesca McGee, celle qui était ballerina avant, elle a quand même marqué 6. Donc ils ont marqué quand même les esprits, les Écossais, je trouve, dans ce Coupe du Monde. Bon, il faut qu'on boucle le boucle. On a Didier Plana qui va nous parler de Top 14 juste après. Mais une chose c'est sûr, il faut pas rater ces matchs. Mais malheureusement, moi, je vais être en voyage pour le match de Nouvelle-Zélande-Canada. J'espère que je peux le télécharger sur le téléphone. Donc Nouvelle-Zélande, c'est vendredi soir quand même. Nouvelle-Zélande-Canada à 20h. Et toi, tu vas être là live and direct à 16h30 our time, hein, à 16h30 pour le France-Angleterre. Tu vas être à Bristol dans le Ashton Gate Stadium. Et ouais, exactement. J'ai l'immense chance de pouvoir aller voir ce match. Donc, un petit aller-retour express en Angleterre ce week-end. Je serai dans les tribunes. Je t'enregistrerai quelques petits sons, au moins la Marseillaise. J'espère que les Français vont répondre présents. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui ont anticipé la victoire des Françaises et qui ont prévu de venir à Bristol. Beaucoup ont déjà fait les premiers matchs, mais voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de familles des joueuses qui seront présentes pour cette demi-finale. Je suis persuadée qu'on sera aussi beaucoup de Français, donc il va falloir se faire entendre. J'ai déjà plus de voix parce que j'ai énormément hurlé cet après-midi dans le bar. Ça, plus le week-end d'inté, je pense que samedi après-midi, ça va être catastrophique. On verra si ma voix le week-end prochain, quand on fera l'émission, sera un peu mieux. Mais en tout cas, chers Français, comptez sur moi pour bien encourager nos Bleus. Et écoute, on n'est pas à l'abri de passer encore à la télé comme la dernière fois. Ouais, tu sais jamais. Bah écoute, tu vas nous dire tout ça la semaine prochaine. On va passer à notre entretien avec DJ Plana. Est-ce que tu as une petite question pour lui par rapport à tout ce qui est top 14? Ouais, je voulais te demander, Didier, avec ton regard de vieux brigand du rugby, savoir sur quel, on va dire, petit jeune qui va faire ses débuts en top 14 ou fraîchement arrivé dernière saison, qui tu vois exploser, toi, cette année en top 14 et qui pourrait devenir un grand du rugby français. Superbe. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content d'avoir avec nous, pour je pense que le cinquième fois, c'est Didier Plana, l'homme d'un seul club. Et ce club-là, c'est USAP, où il était joueur en centre. Après un petit passage de l'équipe de France aussi, il est devenu préparateur physique et maintenant vidéo analyste avec une équipe qui, tu m'as expliqué la dernière fois, une équipe qui grandit. Et voilà. Et pour la petite histoire, pour les personnes qui sont nouveaux ici à Pacte de Potes, en fait, c'était mon tout premier entretien. C'est l'épisode 19. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 164. Donc, je te remercie d'être un pote de notre pacte depuis une telle longue date. Enchanté. Toujours un plaisir de te retrouver et de faire le point sur le top 14. Et je suis moi aussi un fidèle de tes podcasts et j'adore ça.
Bah superbe, c'est gentil. Écoute, en fait, je suis réécouté la dernière épisode. Je trouve que nos conversations, c'est une conversation continue. Donc, j'invite nos chers écouteurs de revenir sur le dernier épisode. Je vais mettre les liens dans le show notes. Donc, les show notes, en fait, c'est le texte que vous pouvez avoir, vous pouvez voir. Je vais mettre des liens directs. Comme ça, vous pouvez revenir en arrière pour écouter les autres où tu nous as beaucoup expliqué c'est quoi le métier de vidéo analyste et comment est-ce que le top 14 ça change. Et voilà. Donc, je propose qu'on y va, mais j'aimerais bien avoir un peu de ton retour parce que, dis donc, il y avait beaucoup de rugby cet été. Il y avait le Coupe du Monde des jeunes de U20. Après, il y avait le tournoi en Nouvelle-Zélande aussi. Juste curieux d'avoir ton avis, mais qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans cet été de rugby? Alors dans cet été de rugby, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'inventivité de l'ensemble des équipes. Alors, bien sûr, tout le monde a retenu les Sud-Africains qui nous faisaient des mauls en plein milieu du terrain contre l'Italie, ou la Nouvelle-Zélande qui faisait de nouvelles combinaisons sur les fonds de touche. Mais tous les matchs que j'ai vus, surtout beaucoup de nouveautés. On sent que que les entraîneurs sont à la recherche de surprises, de calculs, le rugby est devenu très 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 tactique. Alors ce qui veut dire que mon métier prend encore plus d'importance parce que il faut décrypter tout ça, il faut analyser. Mais j'ai trouvé une grande richesse cet été sur le plan tactique de l'ensemble des équipes qu'on a pu voir, que ce soit chez les jeunes d'ailleurs, mais aussi bien sûr sur les tournées d'été et le début du triathlon. Ouais, c'est marrant parce que tu disais la dernière fois, au début, c'était que toi avec les vidéos, où tu devrais faire, je pense, 7 heures de vidéos par match ou quelque chose comme ça. Et après, maintenant, vous êtes une équipe de 5. Il y a, d'ailleurs, il faut toujours qu'on trouve un moyen de faire un documentaire sur comment est-ce que l'AI va changer l'analyse de rugby. Ça commence un petit peu. Je suis curieux de savoir comment ça peut changer la donne. Écoute, pour démarrer, de parler de ce top 14 de cette année, peut-être ça serait bien de faire un petit recap rapide de l'année dernière. En fait, on va regarder toutes les équipes dans l'ordre inverse, on va dire, où Van va être remplacé par Montauban et après on va aller jusqu'au champion qui est Toulouse. Pour toi, c'est quoi tes souvenirs de top 14 de l'année dernière? Qu'est-ce qui te sort de l'eau? Ce qui sort du lot, c'est d'abord nous, notre fin de saison qui a été très très compliquée et qui a failli nous coûter cher avec cet access match qui n'est jamais gagné sur le terrain du club de Pro D2 qui a perdu la finale, qu'on croit à ce moment-là a battu moribonde et puis qui finalement nous donne du fil à retordre. On a eu la chance de gagner dans les derniers instants comme l'avait fait Montpellier l'année dernière, mais c'est toujours des moments très 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 compliqués, très difficiles à vivre, notamment dans ce stade de Grenoble qui est une forteresse où il faisait 47 degrés, un chaudron en ébullition, c'était l'enfer. Ça, c'est le premier souvenir qui était un mauvais souvenir, mais bon à la fin. Et puis surtout, c'était cette finale extraordinaire. Ah oui. Cette finale entre Toulouse et Bordeaux, avec en plus la cerise sur le gâteau, les prolongations. Deux équipes magnifiques avec des qualités différentes qui se sont rendues coup pour coup, des joueurs extraordinaires. Vraiment, c'était une publicité pour le rugby extraordinaire. Ouais, c'est exactement ça. J'ai regardé aujourd'hui en préparant juste les meilleurs morceaux. C'était quand même un match incroyable. Allez, si on parlait de Montauban, en fait, on va démarrer là parce que quand même pour un des premières fois, j'ai regardé les playoffs Pro D2 l'année dernière et cette histoire de Montauban, quand même, c'est vraiment un Cendrillon. En fait, le 6e qui va finalement au fur et à mesure battre des équipes qui sont de plus en plus costauds et maintenant on sait que le Pro D2, c'est du costaud. Et il y a de l'argent aussi qui rivélise peut-être un peu au niveau des sous de top 14. Donc ils étaient 6e en Pro D2 pour finalement gratter et finalement arriver et battre sans peut-être l'attendre, et gagner le Pro D2 pour passer en top 14. Donc parle-moi un peu de cette équipe. Qu'est-ce que tu vois en tant qu'analyste? Qu'est-ce que tu vois dans cette équipe? C'est une équipe déjà avec d'énormes valeurs au niveau de l'engagement et du cœur. C'est ce qui leur a permis d'échapper à ce barrage à l'extérieur, cette demi-finale à l'extérieur, et contre toute attente battre le grand favori Grenoble qui avait perdu très très peu de matchs cette année.
Oui, c'est un peu comme Castres. D'ailleurs, il y a pas de hasard. Hein. Castres et Montauban, c'est très très proche. C'est un petit peu le même terroir, un petit peu les mêmes. Les entraîneurs qui sont passés par Castres sont souvent passés par Montauban aussi, les joueurs aussi. Il y a beaucoup de communication. Et je pense que c'est pas un hasard sur l'état d'esprit, sur la capacité à se surpasser. C'est un petit peu le petit village gaulois, hein, Montauban, en Pro D2, comme avait pu l'être à Castres à ce moment-là. Donc c'est une équipe qui a été assez impressionnante dans l'état d'esprit et qui sait jouer au rugby avec des joueurs qui sont depuis des années tiennent leur club à bout de bras. Je pense au numéro 10 qui a encore fait des siennes ce week-end, qui a failli faire gagner son équipe, Bosviel, avec encore un drop, le énième de sa carrière. Donc ce sont des bons joueurs. Et vraiment, c'était une belle épopée à suivre aussi, même si ça a failli nous coûter cher à la fin. Mais oui, très très belle équipe de Montauban, qui a pas trop bougé au niveau de l'effectif cette année et qui va pas se laisser battre comme ça. Peut-être que ça va être difficile au début. Bien sûr, ils ont eu un début compliqué au niveau du top 14 en commençant au Stade Français. Mais déjà, on a vu ce week-end qu'ils sont passés très, très près de la victoire. Ils ont tenu le ballon pendant les 10 dernières minutes contre Lyon, qui était un des prétendants à la qualification. Donc, méfiance pour cette équipe. Ouais, et en fait, aussi c'est marrant parce qu'on sait comment c'est dur de rester dans le top 14. Un des derniers qui a fait, c'est vous, c'est USAP, oui. En fait, qui a pu le faire. Et Van, qui était très valeureux l'année dernière, et Oyonnax l'année d'avant, en fait, c'est dur d'y rester. Ce que j'ai noté sur l'équipe, c'est quand même Vici. Il m'a marqué l'année dernière dans les playoffs. Il a déjà 2 essais en top 14, donc déjà pas mal. Il me semble qu'il y a Ivan Riak, si je prononce bien aussi. C'est ça qui jouait à Montpellier avant. Ouais, exactement. Donc, il me semble marqué aussi. Et donc c'est super beau ce drop master. J'ai mis dans mes notes Jérôme Boswell, comme tu dis. Il fait des drops et en fait 35 ans, c'est son premier match en top 14 après toute une carrière de rugby professionnel. C'est déjà superbe. Ouais, puis c'est une belle récompense pour lui. Allez, on passe à USAP. En fait, vous étiez 13e l'année dernière. Petite baisse de tension, on va dire, parce que avant, vous étiez, je pense, pas loin de... Il y a un an, vous étiez 7e, il me semble. Vous avez fini 9e. Mais vous étiez très proche des playoffs. En fait, il y a pas si longtemps. Il y a une attaque, en fait, l'année dernière qui était pas très efficace, mais par contre, l'amélioration dans la défense aussi. Et un coach, Franck Azema, qui prend, on va dire, ses marques. Ça fait quoi, un an et demi maintenant. C'est la deuxième année. Maintenant, ça sera la 3e année. On a fait 2 ans avec lui. Et effectivement, c'est la difficulté du top 14. C'est-à-dire, on avait fait une belle saison l'année d'avant en étant 2e meilleure attaque derrière Stade Toulousain. Je crois qu'on a marqué pratiquement 80 essais. Et on avait eu des difficultés plutôt sur la défense. Donc, on avait fait une grosse préparation sur la défense. Et finalement, c'est l'attaque qui nous a manqué. Donc, c'est là qu'est la difficulté de trouver l'équilibre dans le travail, dans le recrutement, dans le profil des joueurs qui peuvent nous apporter et d'échapper un petit peu dans les moments clés que sont les débuts de saison et le cœur de l'hiver aux blessures, ce qui n'a pas été le cas. Alors, on s'est beaucoup posé de questions, on essaie de travailler dessus. Et on espère que ça paiera cette année. Écoute, j'ai noté dans les recrutements quand même des jolis recrues, surtout en 3e ligne. Il y a Yato, il y a Diaby, il y a Jamie Ritchie de l'Écosse qui va arriver. Il n'est pas encore arrivé ou il est là ou... Si, il est là, Jamie, mais il est arrivé blessé de sa tournée avec l'Écosse et il est en phase de reprise. Donc on ne devrait pas tarder à le voir dans le groupe, peut-être même ce week-end, ou en tout cas, si c'est pas ce week-end, ce sera le week-end prochain. Ouais, quel joueur. Je me souviens, j'ai commencé à vraiment aimer l'Écosse avec Hamish Watson et Jamie Ritchie qui a pris sa place. Donc ça dit quelque chose quand même. Donc voilà, un sacré joueur. Donc j'ai hâte de le voir. Retour de Tristan Teder aussi de Racing. Donc ça c'est superbe. Parle-moi de quelques personnes. Mathis Lautrel. J'ai l'impression ton nouveau talonneur là, il est pas nouveau, mais il est quand même assez jeune. Ah si, il est nouveau. Oui. L'année dernière, il avait fait une apparition juste à l'âge de 18 ans et demi. Là, il a tout juste 19 ans et il a fait une montée en puissance extraordinaire avec la fin de saison l'année dernière où entre les blessures, il a eu un petit peu plus sa chance et honnêtement, on l'attendait pas à ce niveau-là. Il a une capacité à se mettre au niveau des challenges qui lui sont proposés assez impressionnante et donc c'est la très très bonne surprise de ce début de saison et j'espère que
on ne nous prendra pas de suite. Bah, il y a aussi Polosolo Tulagi qui était censé jouer, il me semble, mais qui était blessé. Oui, il s'est fait une fracture dans la semaine d'entraînement. Ah zut. Une petite fracture au niveau du tibia péroné. Rien de très grave, c'est un trait de fracture, mais malheureusement, il est arrêté pour un mois. C'est la difficulté de ce joueur qui a été gravement blessé en début de saison l'année dernière, alors qu'il était en pleine possession de ses moyens. Et son gabarit fait que ces blessures-là, sur le tibia péroné, prennent beaucoup plus de temps et après entraînent aussi d'autres complications parfois, et c'est son cas aujourd'hui. Mais en fait, t'as aussi quelqu'un qui tape à l'œil en ce moment, c'est Jefferson Lee Joseph, qui, il me semble qu'il vient du 7. C'est ça, il est champion olympique avec l'équipe de France à 7. Et donc, oui, c'est un très bon joueur, capable de transpercer les défenses, d'enchaîner les sprints et les tâches comme on demande aujourd'hui aux ailiers, qui est peut-être le poste le plus exigeant à ce jour. Et donc, c'est un moment important pour lui, parce que cette bascule du 7, c'est quelque chose qu'il doit acquérir au fur et à mesure des matchs, pour trouver les automatismes. Il a pas mal joué déjà l'année dernière, et puis là il réenchaîne cette année, donc on attend beaucoup de lui. Bon, écoute, on passe à Stade Français, on va dire compliqué l'année dernière, ils ont frôlé la descente aussi. Je te laisse nous parler de cette équipe qui est pas mauvaise à la base, hein, quand on regarde leur effectif, très très bien. Ils ajoutent Kerbarlo de La Rochelle, un monsieur qui connaît vraiment bien qu'est-ce que c'est de gagner. On ajoute aussi, il récupère Noah Néné qui était un prêt à Dax, il me semble. Donc voilà, comment tu ressent ce Stade Français? Et un nouveau coach, je pense. En fait, ils ont complété leur staff avec notamment un entraîneur des avants qui était avec nous l'année dernière, Perry Freshwater, donc je connais très bien. Oui, c'est assez surprenant comme la mayonnaise n'a pas prise l'année dernière pour ce club qui avait vraiment tout pour réussir et se qualifier, mais quand il y a un grain de sable à Paris, c'est un club atypique, et ils sont retrouvés à lutter pour le maintien comme nous, pas pour les mêmes raisons, mais pour des raisons de difficulté à mettre en place leur rugby. Donc ça peut être du tout ou rien, parce que c'était réellement un accident avec l'effectif et les joueurs qu'ils avaient l'année dernière. Pour moi, je les voyais pas du tout à ce niveau-là. Donc, c'est un réel accident. Maintenant, ça laisse des traces au niveau des effectifs, au niveau des difficultés engendrées et des cicatrices que cela traîne dans le groupe, puisqu'il y a eu des changements d'entraîneurs pendant la saison, des changements au niveau du sportif. Donc, ça peut laisser des traces, et il va falloir qu'ils soient capables de surmonter ça. Je crois qu'ils ont fait une belle intersaison pour avoir eu Perry au téléphone, mais rien n'est acquis. Il leur faudra batailler, comme beaucoup de clubs, contrairement à ce qu'on pense. On va dire que du 4e, peut-être du 5e jusqu'au 14e, ça se joue dans un mouchoir de poche, et des fois ça se décide dans les 3-4 derniers matchs, donc c'est-à-dire dans le dernier mois. Ouais. Et donc quand ça se décide dans le dernier mois, ça veut dire qu'on en a fait 11 avant, pied au plancher. Bah écoute, je prends ce moment pour dire un petit coucou à Baptiste Pesanti qui a quand même marqué 2 essais en 2 matchs. C'est pas mal pour un deuxième ligne. Je pense qu'il est assez content quand même. Mec qui vient de pas loin de chez moi, dans Saint-Claude. On passe à Loup. Donc tu disais, le Loup qui devrait figurer dans le top 6. Comme toujours, des super noms, mais un mini implosion carrément l'année dernière. Il y avait 4 victoires sur les premières 13 matchs quand même. Petite série de victoires, et après les 5 derniers matchs de l'année perdus. C'est pas un problème de talent. Il y a un charnière qui est super sympa. Il y a des internationaux en deuxième ligne. Qu'est-ce qui se passe, on va dire, avec cette équipe? Alors, là aussi, il y a eu un changement d'entraîneur qui leur a fait beaucoup de bien. Karim Ghezal, qui à un moment clé de la saison, a reboosté l'équipe, qui était elle aussi à la lutte avec la fin du classement. Et puis après, quand ils ont passé ce cap-là, la marche était un peu haute pour arriver à se qualifier. Mais c'est toujours une équipe qui s'appuie sur un jeu très dynamique, avec les troisièmes lignes toujours très dynamiques, notamment ce nouvel international troisième ligne
qu'on a découvert avec l'équipe de France. J'ai oublié son nom. Ah oui, Guillard. Guillard, voilà, Guillard, qui a fait une saison extraordinaire et qui apporte vraiment un plus dans la liaison avant trois quarts et dans ce qu'on demande aujourd'hui au niveau des troisièmes lignes. Donc ils sont partis sur les mêmes bases avec un énorme match contre le Racing, des séries de pick and go enchaînées avec du jeu de trois quarts virevoltant. Donc et un Vanicolo inarrêtable. Ouais, comme toujours. Donc attention aux loups parce que ils ont toute la capacité pour faire une très très belle saison. Ouais, quelques pertes quand même. Radradra, Ninashvili qui est allé à La Rochelle, Pagerello aussi. Donc voilà, je suis toujours très curieux. J'aime bien Lyon, j'y ai habité un peu, c'est une jolie ville. Mais ouais, je suis curieux de savoir est-ce qu'ils vont être dans les top 6. D'ailleurs, je suis allé l'année dernière voir les playoffs à Lyon. C'était bien sympa leur stade là-bas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un stade magnifique fait pour des demi-finales et des phases finales de rugby. On passe à Racing qui était 10e. La dernière fois, tu m'as parlé de leur stade qui est pas forcément un atout pour eux parce que tout le monde court vite dans ce stade, le stade qui est à l'intérieur. Après Colessi, c'est Owen Farrell qui a fait flop. Ils ont invité Johnny Hill pour les joindre, mais ils ont perdu Nolan Le Garrett qui est très en forme avec La Rochelle. Ils ont un super paire de centre, Tuisova et Ficou. Mais parlons-moi de cette équipe et surtout, est-ce que tu connais Nathan Hughes parce que 2 matchs, 2 essais, un joueur qui est anglais, qui vient de Japon. C'est qui ce gars? C'est un troisième ligne centre qui est une bête physique, on va dire, qui aurait pu être international fidjien, tongien, samoan, parce qu'il a des ascendances dans tous ces pays-là. C'est le profil même de ces Iliens qui sont très très costauds et qui adorent le ballon. Il est passé par le Japon, il est passé un petit peu sous les radars, mais il a une grosse capacité à traverser les lignes. Donc c'est un gros atout qui vient en plus dans une équipe qui est très 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 costaud. Je crois que leur principale qualité c'est ça. Donc tu as cité Tuisova, mais je te citerai aussi Abossi, Bamba, Tao Fifinoa, Romain. Ils ont du costaud à tous les niveaux, plus quelques joueurs de talent qu'on va découvrir, que ça soit Spring, qui est un joueur virevoltant qui est capable de tout, qui a marqué 2 essais ou 3 essais, je crois, ce week-end. 3, ouais. Qui est une charnière inexpérimentée à ce niveau, mais qui peut faire de gros dégâts. Carbono et Sun, qui arrivent de la Pro D2. Et c'est un petit peu la caractéristique de ce top 14, c'est que la recherche de talent en Pro D2 se fait multiple, et on va être surpris par ces jeunes joueurs qui ont une capacité à s'élever très très rapidement et à se mettre à ce niveau-là. Quand on voit le match de ce week-end qui était à presque 80 points, les Carbono et Sun n'ont pas dénoté, bien au contraire. Ouais, c'est marrant parce que j'ai noté c'est l'équipe, on va dire, le plus anglais et le plus de Fidjiens aussi, parce qu'il y a 4 anglais, il y a 4 Fidjiens, c'est quand même quelque chose. Petit coup, il y a quand même un exodus dans le sens qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent, genre 11 joueurs dont j'ai reconnu le nom. Donc si je reconnais le nom, ça veut dire que quand même c'est un certain niveau. Mais notamment Henri Chavancy, donc mon perso, je voulais juste lui tirer mon chapeau. Je trouve que un joueur comme toi, un joueur d'un seul club, le centre qui prend sa retraite. Ouais, un joueur extraordinaire et puis un état d'esprit extraordinaire. Il a fait une carrière magnifique. Il a eu la chance de toucher le bouclier, donc il part en laissant le club structuré, équipé, avec un stade magnifique qui est particulier certes, mais bravo à lui. On passe à Montpellier. Pas mal de changements pour cette équipe. Ils étaient 9e l'année dernière, devant la Racing Stade Français Le Loup quand même, donc c'était pas si mal. Tu m'as parlé la dernière fois d'un gros noyau qui était là, qui venait, qui allait, qui était jeune, qui allait s'installer. Changement, on va dire, de cette historique, il y avait un passage Sudaf, on va la dire comme ça. Moi, je vois un seul qui reste sur l'équipe, il y a 4 qui partent, qui rentrent en Afrique du Sud, notamment leur 9, Corbus Renek, en fait, qui avait un bon impact sur l'équipe. Mais là, il va être remplacé par Ali Price.
Oui, c'est vrai que les années Sudaf sont terminées à Montpellier, mais ça vient aussi d'un staff qui a été rajeuni et qui a été montpelliérisé, si je pourrais dire. C'est-à-dire, ce sont des gens du cru, un petit peu comme nous, l'USAP. Où on a tous joué pour la plupart avec ce maillot. Et donc c'est un nouvel état d'esprit qui se crée à Montpellier. Et je crois que leur fin de saison dernière où ils ont vraiment performé et ce début de saison où on voit sur les matchs amicaux et, et leur premier match vraiment de la qualité. Alors bien sûr la qualité c'est une chose, le groupe ça en est un autre. Donc, il leur faudra peut-être un peu de temps pour créer tout cet amalgame, mais ils ont des joueurs français de qualité et le peu de recrutement qu'ils ont fait sur les joueurs étrangers, pour moi, c'est assez bien ciblé. Ouais, c'est marrant. J'avais noté, il y a Arthur Vincent, un joueur que j'aime beaucoup, qui a été sur l'équipe de France en centre pendant un certain temps, mais je pense qu'il avait des blessures. Et Thomas Vincent, je disais, est-ce que c'est des frères? Bah non, en fait, ils étaient nés 2 mois d'écart, donc c'est pas des frères. Moi, j'ai noté aussi 2 joueurs sur l'équipe de France U20. Il y a Moustine et Russe aussi. Donc voilà, un peu de jeunesse français, comme tu dis. Oui, Hugo Reus, qu'on a vu jouer avec La Rochelle, qui est arrivé en courte saison l'année dernière, prêté par La Rochelle et qui est resté à Montpellier. C'est un joueur talentueux qui fait partie de cette jeune génération qui a envie de se faire sa place dans ce top 14. Et l'ailier Moustin, qui alors lui, c'est une bombe atomique qui va, j'en suis sûr, taper à l'équipe de France très très rapidement. Et je note, ils ont recruté aussi le Gallois Adam Beard, le deuxième ligne, qui est toujours sans barbe. C'est ça. On passe à Pau, l'équipe qui surprend. Moi, j'étais un peu surpris de ne les pas avoir en play-off en fait l'année dernière. Ils avaient 7 victoires dans la dernière 10 matchs quand même, donc ils ont fini la saison plutôt bien. Ils ont démarré la saison plutôt bien aussi avec des victoires contre Stade Français et Castres chez Castres, donc c'est pas inodin. Ils ont pu garder quand même leurs jeunes stars, donc je pense à Tissobé et Gaëtan qui restent dans l'équipe. Ils ajoutent, il y a un grand Didier qui a déjà marqué une EC aussi. Il y a un jeune Fabien Boirier, aussi un U20. Bon, voilà, il commence d'avoir vraiment un sacré pack de joueurs parce que il y a de Whitelock, il y a Montoya de Argentine, Gorgads de Géorgie, mais c'est quelque chose quand même, ce pot. Oui, c'est une équipe qu'il ne faut pas se tromper, a beaucoup de moyens financiers aussi. On a Sébastien Piccheroni qui fait un gros travail de fond sur les joueurs français parce qu'il les a eus pendant des années sur les équipes de moins de 20, donc il connaît tout ce terreau. Il construit petit à petit, il fait émerger des talents et aujourd'hui avec leurs moyens financiers, ils arrivent à les garder. Donc c'est une équipe qui joue bien depuis des années, mais a du mal à avoir de la profondeur de banc pour pouvoir tenir le rythme des grosses écuries que sont les Toulousains, les Bordelais, les Toulonnais. Mais c'est peut-être leur année. C'est peut-être leur année au Pau parce que déjà ils démarrent très très bien et quand on sait que quand on prend les points au début, et bien après on en a moins à aller chercher sur la fin de saison et on peut faire tourner un petit peu plus un effectif et reposer ses cadres pour attaquer les dernières lignes droites. Donc ça peut être la vraie bonne surprise. Bah écoute, au moins ils ont un finaliste pour la meilleure coupe de cheveux avec Thomas Jolmes là, avec tous ces grands touffes de cheveux blancs frisés. On passe à 7e, c'est La Rochelle. La Rochelle, on avait dit un petit baisse l'année dernière. En 2022, ils étaient 2e. 2023, ils étaient 5e, mais ils avaient l'air fatigués. 2024, bon, ils ont raté les playoffs 7e. Que 2 victoires dans le Champions Cup, perdues dans le premier tour des playoffs. Une grande équipe pendant un certain temps. On part d'un nouveau cycle avec Roman Le Garec. Comment tu le sens? Oui, le vrai recrutement pour La Rochelle, c'est Le Garec et on voit sur le début de saison que il débloque les situations, il est là où on l'attendait. Ce week-end encore contre Montferrand où c'était très tendu pendant longtemps pendant le match. Il fait un contre, il traverse le terrain, il recontre son adversaire direct pour marquer, il marque un essai à l'intérieur. Donc ça a vraiment été le facteur X. La Rochelle, ils avaient fait beaucoup de travail, ils avaient enchaîné les titres en Coupe d'Europe, ils avaient enchaîné les matchs et je crois qu'ils avaient un groupe de joueurs un petit peu fatigués, un petit peu usés.
que ça soit physiquement, mentalement, parce que aussi ce sont des joueurs bien sûr internationaux. Et malgré un bel effectif, ils n'avaient pas le banc que peuvent avoir les Toulousains pour pouvoir se faire souffler ces cadres. Et donc, je crois que ça a été un petit peu difficile ces 2 dernières années. Mais là, il y a une page qui se tourne, il y a des joueurs qui sont partis, il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés, des jeunes joueurs qui éclos et qui prennent le leadership, comme Boudéan et comme Gégou. Donc là aussi, je pense que ça sera pas tout à fait le même La Rochelle qu'on a vu ces dernières années. Ouais, il y a pas mal de mecs dans les avants qui sont le mauvais côté des 30, on va dire. Mais franchement, Skelton, Botia, Antonio, franchement, c'est des joueurs que j'adore. J'adore regarder jouer. C'est juste, c'est des spécimens physiques. Côté jeune, Hugo Pacom, c'est un nom qui me dit quelque chose. Diego Jourde, il était là pendant les U20, et aussi Daou Nivuku, aussi qui me semble a marqué un essai ou deux pendant le Coupe du Monde U20. Allez, à passe à casse, toujours la même chose pour moi. Je sais que c'est une bonne équipe, mais que je connais toujours à peine. Même grâce à faire ce podcast, j'ai du mal. Stanford, ok, c'est le deuxième ligne. Il y a un Van der Verg aussi qui était, je pense, un cap sur l'équipe de France. Un joueur qui m'a marqué l'année dernière, c'est Babilo, si je prononce bien. Il m'a marqué des esprits. Babilo, oui. Franchement, c'est un grand garçon, lui. Pas vraiment de star. Le 9, il était quand même, je pense, jour du mois, un des années, le 9 Arata de Uruguay. Ouais. Le 10, quand même pas mal non plus, Louis Lebrun. Voilà, on va dire, on parle beaucoup de travailleurs dans l'ombre. En fait, là, c'est toute l'équipe est en ombre, je trouve. Oui, c'est ça. C'est pas une équipe qui a de grandes stars, mais elle est toujours aussi difficile à battre chez elle. Et dans le creux de l'hiver, c'est une des équipes qui prend le plus de points habituellement. Et donc, ils peuvent se retrouver dans de bonnes conditions pour accrocher une place qualificative au dernier moment où on les attend pas, et prendre feu. Ça leur arrive régulièrement. Et là, ça fait quelque temps que ça leur est pas arrivé. Donc attention, parce que ils passent pas 50 saisons sans accrocher une qualification. Mais c'est une équipe qui se construit toujours un peu dans la difficulté, c'est-à-dire dans l'ombre, dans la pluie, dans l'hiver, et dans les défaites. Et ils savent toujours rebondir et ne rien lâcher. Oui, c'est marrant parce que quand j'ai joué au foot américain, il y avait 2 endroits où je voulais pas aller. C'était Amiens, il faisait toujours super froid, et Thonon-les-Bains. De jouer à Thonon-les-Bains, c'était leur terrain, c'était juste c'était du béton en fait, tellement quand il faisait froid. Clairement, il y a Orios, le nouveau coach. On parle d'un régénération. C'était un peu payant quand même. Ils étaient dans les barrages, même s'ils ont perdu contre Bayonne. On va dire c'est plus on va dire l'époque des stars qu'ils avaient, mais ils ont un neuf qui est très sympa, Genot. Il y a Uraka, Kramer, ok. Mais comment tu sens clairement, tu me disais que pour toi, c'est une équipe qui montait. Oui, c'est une équipe qui monte, mais c'est un peu l'inconnu avec Clermont, parce que quand on voit sur le papier les joueurs qu'ils alignent, on se dit toujours, ils vont faire partie des 3-4 meilleures équipes, et ils ne réussissent pas toujours à exploiter ce talent-là. En même temps, c'est une équipe qui peut fracasser ses adversaires, et en même temps avoir des gros trous dans la saison. Donc c'est un peu particulier comme club. On a l'expression de l'extérieur que c'est un club où la pression interne n'existe pas trop, et donc où on se dit que si ça marche, c'est bien, les Jaunards ça suit, et si ça marche pas, ça fait pas trop de vagues, et donc finalement ça passe sous silence. Et donc c'est peut-être un petit peu ce qui leur fait défaut depuis leurs années fastes avec les générations où ils ont fait enchaîner les finales pour finalement un titre en 2010. Et depuis, je trouve qu'ils ont du mal à se régénérer, à se renouveler, même si là on regarde sur le papier, ils ont la capacité de gagner partout. Ils auraient pu gagner ce week-end à La Rochelle. Ils perdent leur premier match contre un Stade Toulousain, mais qui est stratosphérique. Donc ça ne veut absolument rien dire.
Donc, c'est un peu l'inconnu pour Allez, on moi. passe à des 4 dernières. On va commencer avec Bayern. Ils étaient quand même demi-finalistes l'année dernière. Moi, j'étais impressionné par leurs fans. C'était toujours chouette de les voir. Grosse perte, on va dire, des piliers de l'équipe, même si c'est pas leur poste. Camille Lopez et Gaëtan Germain. Seconde qui a bien remplacé, on va dire, Camille Lopez, qui était vraiment très présent l'année dernière. Mais la question, c'est qui va remplacer Maxime Machenaud. Ils ont pris un Sudaf, Herschel Giantiz, si je prononce bien. Giantiz, oui. Et j'ai le souvenir d'avoir des bonnes impressions sur lui. Mais quand tu regardes leurs 15 titulaires, en fait, ça dégage pas mal. Tulagi, Carrara, Itura, Magala aussi, qui a marqué 11 essais l'année dernière. C'est un sacré équipe, en fait. Ouais, c'était une équipe qui travaille très très bien. Ils ont fait les choses petit à petit. Ils ont construit un centre d'entraînement. Ils ont construit une équipe. Ils ont construit un stade. Ils ont fait les choses petit à petit. Et là, ils ont fait signer un ensemble de cadres pour les 3-4 prochaines années. Et donc cette base-là va encore les porter. L'année dernière, ils n'ont surtout pas volé leur place. C'est une équipe qui est capable de gagner dans les derniers instants, qui n'est jamais battue et qui va chercher des points là où personne ne va les prendre. Donc c'est une équipe qui est ambitieuse, qui va continuer encore à grandir et qui va en surprendre encore pas mal. On est un peu envieux de ce travail qu'ils ont fourni pour faire grandir cette équipe petit à petit en venant de la Pro D2. Je crois que le président travaille beaucoup, que Grégory Pata a fait grandir lui aussi cette équipe par son arrivée. Et donc nous, on les observe beaucoup parce que c'est le chemin qu'on souhaite prendre. Ouais, et surtout pour inviter des étrangers de venir en France, Bayonne, c'est pas un mauvais endroit quand même. C'est vrai, mais Perpignan non plus. Oui, petit point sur Alexandre Fischer aussi, troisième ligne équipe U15 de France, qui m'a impressionné cet été aussi. Ouais. Les deux, trois derniers, Toulon, waouh, je trouve qu'ils sont montés. Quand tu vois leurs arrières, déjà Gaël Dréon, je pense qu'il a marqué 2 essais déjà cette semaine. Oui. Je pense qu'il a marqué 10, 12 l'année dernière. Villiers, Brex, l'excellent Brex d'Italie qui a fait un sacré nation. Antoine Frisch, on va dire le plus Irish des Français, Jaminet, Garbessi en 10, Serrin, avec Ben White en backup. C'est quand même. Et est-ce que c'est vrai que Manono est toujours là ou quoi? Mais Manono est toujours là. Alors, il n'a pas joué pour l'instant, mais il a fait toute la pré-saison avec eux. Il est toujours dans le groupe. Je pense qu'il apporte beaucoup de sérénité, beaucoup d'expérience. Et donc, il leur est très précieux. Pour l'instant, ils n'en ont pas besoin sur le terrain parce qu'ils sont au complet et que c'est le début de saison. Mais il est là, oui. Il est là, il travaille. Et je peux vous dire que c'est une armoire. Une armoire à glace. J'imagine. En parlant de armoire, moi j'ai vu des Anglais là, David Ribbons, Zach Mercer, qui revient, qui a marqué contre son ancienne équipe là, Lewis Ludlam aussi, Kyle Sinclair, 450 kilos de bof anglaise quand même. Ouais, 450 kilos et je ne sais combien de sélections aussi. Ribbons, c'est vraiment la poutre de ce pack toulonnais. Il sait tout faire. Il fait tous les matchs, il est jamais fatigué, c'est aussi costaud en attaque qu'en défense, aussi aérien que travailleur au sol. C'est un des joueurs les plus complets du top 14 et peut-être pour moi c'est un des meilleurs joueurs du top 14. Ouais, je suis complètement d'accord. Un autre l'année dernière, c'était quand même le coup. Je trouvais qu'il avait un saison incroyable pour UBB. UBB, on se posait la question, est-ce qu'ils vont être capables de revenir de ce grosse défaite contre Toulouse? Ils l'ont fait. Ils ont gagné le Champions Cup contre les Saints, le fameux final dont on a déjà parlé, mais un final pour les âges. Toi, tu l'avais dit, c'était Yannick Bru, le coach, qui allait les aider. Et oui, complètement, tu avais raison. Oui, Yannick Bru et puis tout le staff qu'il a su monter autour de lui, il a apporté la compétence. C'est un des staffs les plus complets du top 14. Alors c'est difficile de faire fonctionner un staff où il y a tant
tant de qualité, parce que des fois les gens peuvent se marcher sur les pieds, et c'est ce qu'arrive à faire Yannick Bru. Donc c'est toute la qualité de Yannick pour faire fonctionner ça et tirer la quintessence de son groupe. Il a su faire aussi trouver l'équilibre entre les trois quarts virevoltants qui jouent tous les ballons et qui ne respectent pas toujours le cadre, comme les Penaud, comme les Jalibert, et les personnes qui travaillent dans l'ombre, les Poireaux, les Bouchatons, les jeunes joueurs comme ça, et avec à la baguette Maxime Lucu qui a fait une saison extraordinaire aussi l'année dernière. Ouais, c'est marrant parce que les arrières, c'est l'équipe de France. Les avants, ils sont un peu moins connus, mais on a l'impression qu'ils se connaissent bien entre eux. Petit retour de Wacky quand même. Moi, je me sens plutôt bien cette équipe, mais je me demandais pour des coachs en face, mais qu'est-ce que tu dis à ton pilier quand t'as Ben Tamifuna qui arrive, qui a 151 kilos, tu dis mais bonne chance mec, bonne chance à toi quand même. C'est ça, et c'est la poutre de leur pack, et ils savent l'utiliser parce que des joueurs comme ça, c'est difficile de leur faire enchaîner les matchs et enchaîner les minutes, mais ils savent le préserver et le sortir entre guillemets pour les matchs les plus importants. Et voilà, les gagnants de l'année dernière, c'est Stade Toulousain. Bah, tu les connais bien, tu viens de les jouer. Et un bon premier mi-temps pour USAP quand même. Bon, ça finit pas comme tu souhaites, mais voilà, ils sont ultra puissants. Ils cherchent les 4e victoire à la suite quand même. 18 victoires sur 7 défaites l'année dernière, donc plutôt un super année pour eux. Dupont va de retour. Teddy Thomas va-t-il trouver un temps de jeu? On ne sait pas. Derrière cette équipe, c'est assez incroyable. Et la question que j'ai sur la tête, est-ce que Thomas Ramos est le meilleur joueur de top 14 en ce moment, si c'est pas Ribans? Ribans, c'était peut-être le meilleur joueur du top 14 l'année dernière sur l'enchaînement des matchs qu'il a réalisé. Aujourd'hui, on a un extraterrestre qui est Thomas Ramos, qui sait tout faire, qui prend de plus en plus de poids sur le collectif de son équipe et qui fait oublier tout simplement Dupont et quasiment Ntamak. C'est vrai que Ntamak, c'est le régulateur. On l'a vu quand même ce week-end quand Ramos a eu une petite baisse de régime parce qu'il a été rapidement on va dire blessé sur un impact, donc il a joué un petit peu sur une jambe. Romain a su réguler tout le jeu du Stade Toulousain, mais Ramos aujourd'hui c'est une classe au-dessus. Il est capable de faire des gestes comme on l'a vu à Clermont, des passes au pied à l'aveugle, des réceptions au pied comme un footballeur, des feintes de passe et des feintes de corps que seul lui perçoit, des 50-22, il sait tout faire. Et il a un mental d'acier. C'est un buteur qui fait toujours 100% ou 99%. Ouais, c'est marrant, je suis le presse anglaise pour le rugby et ils sont tous, mais ouf, de Ramos, mais c'est qui ce extraterrestre? En fait, c'est très drôle. Il y a un nom Delib aussi, je me dis, bah, tiens, peut-être il va avoir un super année cette année. Déjà, je pense que ça commence bien. J'ai noté quand même qu'ils ont quelques internationaux, mais ça reste quand même une équipe qui est très, très français. Il y a aucun Fidjien, il n'y a pas de Sudaf, il me semble qu'il n'y a pas un Georgien. C'est assez incroyable quand même. Oui. Alors après, c'est la grosse machine toulousaine, c'est-à-dire que quand ils sont capables d'aller chercher les meilleurs moins de 16, les meilleurs moins de 18, parce que le Stade Toulousain, ça fait rêver tout le monde, et donc ils ont cette capacité à aller chercher les meilleurs joueurs de l'Hexagone et de les faire grandir dans leur pépinière. Ils développent aussi des stages à l'étranger où ils peuvent trouver les meilleurs joueurs étrangers qu'on va rendre gif dans les années à venir. Donc c'est une grosse machine. Le Stade Toulousain, c'est impressionnant sous la houlette de Didier Lacroix, mais derrière Didier Lacroix, il y a Hugo Mola, il y a Émile Ntamak, il y a Michel Marfin, il y a tout un tas d'anciens joueurs qui travaillent pour le club et qui ont une qualité incroyable de détection. Bah écoute, si tu as besoin d'un scout pour t'aider d'aller je sais pas, en Fidji, en Angleterre, en Irlande, tu comptes sur moi, hein, je peux être traducteur et tout, il n'y a aucun problème. Ça marche. Écoute, on va finir avec 2 dernières questions. En fait, notre Amélie, en fait, elle disait, mais toi, en tant que vieux brigand de rugby français, qui est le petite pépite qui va percer cette année? Alors, moi, je crois beaucoup dans ces joueurs comme je te le disais, de Pro D2. Il y en a un dont on n'a pas parlé. Tu m'as parlé tout à l'heure de Ninashvili qui était parti de Lyon. Et ils l'ont remplacé par Gabin Laure, qui arrive de Béziers
Et je pense que c'est la petite pépite qui va nous surprendre parce qu'il va faire oublier Ninashvili. Voilà, je mise sur lui. D'accord, ça marche. Et bon, on est là pour ce match contre on va dire la France contre l'Angleterre ce week-end. Est-ce que tu as regardé un peu ce Coupe du Monde féminine? Oui, bien sûr, je me suis intéressé. C'est un jeu de plus en plus attrayant, avec beaucoup de séquences, des séquences qui durent très très longtemps, des filles qui arrivent à tenir le ballon, à être propres dans tout leur déblayage. Je trouve que cette année, la Coupe du Monde est d'une qualité technique qui n'avait jamais été atteinte. Donc c'est assez impressionnant le travail que font ces filles. Maintenant, l'équipe de France arrive face à l'ogre anglais, que l'on n'a pas battu depuis de nombreuses années. Donc ça va être très 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 compliqué, mais pourquoi pas, parce que ce qu'elles ont fait contre l'Irlande ce week-end, en remontant de 13 points dans la tempête anglaise, je crois qu'il fallait vraiment une qualité de cœur extraordinaire. Elles ont des belles joueuses qui sont très athlétiques, je trouve. Et pourquoi pas? Est-ce que ça peut être notre année? Maintenant, il va falloir résister au pack anglais qui est quand même assez dévastateur. Bah écoute, c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec toi. J'espère de le faire l'année prochaine aussi. Je te souhaite un super année pour toi, pour USAP et voilà. Et bah merci d'être passé à Pack de Potes. Mais c'est un grand plaisir, comme toujours, et puis faire le tour d'horizon du top 14 avec toi et d'évoquer comme ça mon travail, c'était vraiment très agréable. Allez, à très bientôt, Didier. À bientôt. Allez, grand merci à DJ Plana, grand merci à toi, Amalie, toujours un plaisir de parler de ce Coupe du Monde avec toi. J'espère que tu vis un moment superbe à Bristol et aussi que, comme tous les fans de cette équipe française et tous les joueuses, j'espère que ça se passe super bien. Voilà, tu nous raconteras tout d'ici une semaine. Ouais, promis. Et au-delà de la victoire des Françaises, que je vais largement encourager dans les tribunes, un objectif, trouver Léonie Corson et qu'on se fasse un petit truc toutes les deux pour le pack de potes. Voilà, on va essayer de se trouver sans problème pour qu'on vous fasse une petite dédicace à tous les potes du pack qui ont eu l'occasion de faire des émissions avec elle. Mon objectif, c'est ça, trouver Léonie Corson la semaine prochaine pendant le stade. Super, génial. Bah, écoute, amuse-toi bien et à très bientôt, nos chers écouteurs. Et bien sûr, likez, partagez cet épisode et on vous voit dans une semaine. Ciao les potes.